Cameroun, un député a subi la foudre de sa collègue de l'opposition en pleine session parlementaire, un incident qui a failli tourner à la bagarre au sein de l'hémicycle. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution. Celle-ci demande à la MINUSMA d'apporter un soutien logistique et matériel aux forces antiterroristes du G5 Sahel. Le président Abdel Fattah al-Sisi poursuit ses grands chantiers de modernisation de l'Égypte. Les autorités égyptiennes espèrent épater le monde avec leur nouvelle capitale en plein désert. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition sur SICA. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution. Celle-ci demande à la MINUSMA d'adopter un soutien logistique et matériel aux forces du G5 Sahel. Reportage. Outre le soutien politique, le G5 Sahel bénéficie désormais du soutien logistique et matériel de l'Organisation des Nations Unies afin de mener à bien sa lutte antiterroriste dans la région du Sahel. Grâce à cet accord qui devra être signé le plus tôt possible entre Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, et les pays du Sahel, la MINUSMA sera chargée de fournir de l'eau, de l'essence et des rations alimentaires. Cette résolution de l'Organisation des Nations Unies prévoit également que les forces de la MINUSMA devront prendre part aux évacuations médicales des soldats de la force du G5 si ces derniers se retrouvent à l'intérieur des frontières maliennes. Afin de gagner le soutien de Washington, qui ne souhaitait pas engager les finances de l'Organisation des Nations Unies, un fonds spécial a été mis en place. Il sera coordonné par l'Union européenne. Au Cameroun, un député du RDPC, entendez Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, a subi la foudre de sa collègue de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, un parti de l'opposition à l'Assemblée nationale. Cette dernière lui a lancé sa chaussure et selon le porte-parole de l'UDC, la réaction du député est due au refus du président de l'Assemblée nationale de donner la parole au député de l'UDC. Reportage Nassis Oum, notre correspondant sur place. La section parlementaire de décembre a été perturbée par les partis d'opposition qui siègent à l'Assemblée nationale du Cameroun. Réunis à l'hémicycle de Ngouaïkele à Yaoundé pour examiner et adopter la loi de finances 2018 en présence des membres du gouvernement, l'honorable Thomas Inondam Joya, porte-parole de l'Union démocratique du Cameroun, a blessé un autre député avec sa chaussure dans un élan de colère. Selon le porte-parole de l'UDC, la réaction du député est due au refus du président de l'Assemblée nationale de donner la parole au député de l'UDC. Malgré cette confusion qui s'est emparée de l'hémicycle et les manifestations bruyantes, le président de l'Assemblée nationale a néanmoins déclaré adopter la loi de finances 2018 et il a levé la séance pendant que les députés de l'opposition chantaient. En rappel, à l'ouverture des travaux, le social-démocratique Front a remis ses revendications pour l'ouverture d'un débat parlementaire sur la crise anglophone. À noter, les députés se retrouveront à l'hémicycle plus tard le 13 décembre pour la cérémonie de clôture de la 3e section ordinaire de l'année législative 2017. Au Soudan du Sud, 40 organisations de femmes ont défilé samedi en silence dans les rues de Djouba, la capitale du pays. La mobilisation vise à inviter les autorités à œuvrer pour la paix et la fin des souffrances infligées aux populations depuis 2013. Images et sons. Les femmes du Soudan du Sud veulent la paix maintenant. C'est autour de ce thème évocateur du motif de la mobilisation que ces femmes, au cœur meurtri mais décidées à changer le cours de l'histoire, ont battu le macadam. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aller dans la rue. Comme vous pouvez le voir, toutes les femmes sont bâillonnées parce qu'elles sont fatiguées de parler. Les femmes ont fermé la bouche parce qu'elles veulent la paix. Nous voulons la paix parce que les femmes sont fatiguées. Les femmes sont confrontées à beaucoup de problèmes. Les femmes âgées sont violées la nuit. Les jeunes filles innocentes sont violées ici au Soudan du Sud. Et elles sont violées devant leurs enfants et devant leurs maris. Nous sommes fatigués. Fatigués de subir, mais pas fatigués d'agir.
La marche silencieuse a été suivie d'une prière pour la paix. Des actions menées de concert avec la couche juvénile, des enfants avec qui elle paie de lourds tribut des exactions. Notre pays saigne. Les femmes et les enfants souffrent. L'état de droit et le respect de la justice ont perdu tout leur sens. Des femmes ont été violées et il n'y a pas d'accès à la justice pour elles. La police ne leur donne pas l'occasion d'expliquer ce qu'elles vivent. Nous sommes ici pour soutenir cela parce que nous avons besoin que les femmes du Soudan du Sud connaissent leurs droits et puissent obtenir justice. La gente féminine entend désormais prendre une part active dans les différentes négociations qui se profilent à l'horizon en vue d'un retour effectif à la paix. Depuis 2013, le Soudan du Sud est plongé dans une guerre civile dont le bout du tunnel ne semble pas encore se préciser. Au Bénin, la situation socio-politique du pays a une fois motivé une sortie médiatique du FSP, entendez, le Front pour le sursaut patriotique, un mouvement composé de forces politiques et sociales. C'était à la faveur d'une conférence de presse. La substance de la déclaration ayant ponctué la dite conférence de presse avec le porte-parole du Front, Jean-Claude Couzounon, on l'écoute. On ne peut plus continuer comme avant. On ne peut plus, par exemple, continuer de dire que pour faire le Master 1, il faut 700 000. 700 000, ça fait 25 fois le SMIG. Le SMIG est à 40 000. Donc ça commence à être près de 30 fois le SMIG. Les enfants des pauvres, comment vont-ils faire le Master 1 avec le Master 1 à 700 000? Alors que tous les pays travaillent pour que il y a beaucoup de jeunes qui ont fait l'enseignement supérieur. Ici, on fait tout pour que les jeunes ne fassent pas l'enseignement supérieur. On décrète, par exemple, que on ne va accorder les bourses à l'enseignement supérieur qu'au vu des résultats du bac. Ce n'est pas juste, parce qu'à l'université, je me spécialise. Alors que pour le bac, je dois avoir la culture générale. Mais dès l'université, je choisis d'aller faire la chimie, la physique-chimie, je choisis d'aller faire la géographie, je choisis d'aller faire l'histoire. Donc, il se peut qu'après la première année, en ayant choisi une des spécialités, je sois très fort. Et on doit me donner la possibilité d'avoir les bourses en ce moment-là. Mais avec ce qu'on dit, c'est inadmissible ce qui se passe à l'université. Le FSP dit non, ce n'est pas normal ce qui se passe à l'université. L'orientation de l'université, on doit revoir ça. Pour revoir ça, il faut que le peuple s'asseye pour dire nous acceptons que nous allons faire des sacrifices suffisants pour que les enfants, les jeunes puissent avoir une bonne éducation. Et on doit changer la politique sociale du gouvernement qui est là. On doit changer la situation. C'est pour cela que nous voulons qu'il y ait les États généraux. En Égypte, les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe ont appelé Washington à annuler sa décision de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. C'est à l'issue d'une réunion au Caire. Leur position, ils l'ont fait savoir à travers une restitution rendue publique dimanche matin. Reportage. Le siège de la Ligue arabe au Caire a connu dimanche son affluence des grandes rencontres. Les ministres des Affaires étrangères de la dite Ligue au grand complet s'y sont donné rendez-vous pour statuer sur la décision de Washington de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Pour l'assise, la décision est non avenue et n'engage que Washington. Cette décision américaine qui découle de motifs internes est nulle. Et ce qui est nul ne produit pas d'effet sur le statut juridique de Jérusalem. La reconnaissance par l'administration américaine de la ville de Jérusalem en tant que capitale de l'État occupant constitue une violation du droit international et une atteinte aux droits du peuple palestinien et des nations arabes et islamiques. La Ligue invitera Washington à revoir sa copie. Conformément au droit international, Jérusalem est un territoire occupé et le pays occupant n'a aucune souveraineté sur la ville. La reconnaissance par les États-Unis de cette souveraineté et le transfert de son ambassade dans la ville ne change rien à cet effet et ne crée aucune influence sur le statut de Jérusalem qui reste donc un territoire occupé.
En attendant un improbable revirement de la position américaine, chaque État arabe continue de manifester à sa manière son indignation. Samedi, le président palestinien Mahmoud Abbas a décidé de ne plus recevoir en décembre le vice-président américain Mike Pence en signe de protestation contre la décision des États-Unis. Toujours en Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi poursuit ses grands chantiers de modernisation du pays avec un projet phare. Des hôtels de luxe, des quartiers résidentiels huppés, un aéroport moderne, une tour de 345 mètres. En tout cas, les autorités égyptiennes espèrent épater le monde avec leur nouvelle capitale en plein désert. Un projet pourtant loin de faire l'unanimité. Reportage. Les travaux avancent dans ce chantier à 45 km du Caire. Voulu par les autorités égyptiennes, c'est une toute nouvelle capitale qui s'apprête à sortir des sables du désert. Au programme, hôtel de luxe, quartier résidentiel huppé, un aéroport moderne et une tour de 345 mètres. Le quartier gouvernemental devrait quant à lui abriter le palais présidentiel, le Parlement, 32 ministères et plusieurs ambassades. Nous avions un rêve très urgent de sortir à l'extérieur de la capitale administrative et à l'extérieur du Caire. Et en ce moment, nous sommes en train de réaliser ce rêve. La nouvelle capitale est censée être opérationnelle dès 2019 et accueillir progressivement plus de 6 millions d'habitants. Les autorités disent vouloir répondre au surpeuplement du Caire, connu pour ses embouteillages. Mais le projet peine à convaincre les urbanistes qui y voient un projet trop similaire aux autres villes nouvelles construites en Égypte depuis les années 60. Le pays en compte déjà une trentaine, excentré, souvent cher et dépourvu de transports publics pratiques. À l'époque de Abdel Nasser, le marketing pour la ville de Nasser a été fait de la même façon. Ça a été promu comme une ville satellite, offrant des opportunités de travail, ville futuriste et construite de façon moderne. Sous le président Sadat, il y a eu la ville Sadat. La planification de cette ville était magnifique, mais malheureusement Sadat est mort, et les gens ont eu peur. La ville était en son nom, et après sa mort, plus personne ne voulait s'y impliquer. Sous le président Moubarak, il y a eu l'idée du nouveau Caire. 4 millions d'habitants devaient initialement peupler le nouveau Caire, une ville construite au début des années 2000. Mais seulement 1,5 million y vivent actuellement. Si pour certains la nouvelle capitale confine à de la propagande politique, les autorités y voient un projet nécessaire et avant-gardiste. Nous allons avoir recours à tout ce qui est moderne, dernier cri, en termes de planification, de design, de technologie et d'informatique. Dans la nouvelle capitale, de nouveaux services seront disponibles pour tous les habitants. Ce sera donc une ville intelligente. Le coût officiel de cette nouvelle capitale s'élève à 45 milliards de dollars. Un projet pharaonique dans une Égypte en plein marasme économique. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à chacun et à tous. Au revoir.